je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui, justement pour cette crise dont Dominique Butin-Fries vient de parler, deux prospectivistes. Donc ceux qui prévoient l'avenir et qui veulent le changer. Alors c'est Thierry Gaudin, éco-prospectiviste, et Mathieu Gaudin. Tout à l'heure, Christian a fait allusion à l'échange intergénérationnel. Nous aussi, aujourd'hui, nous serons dans un débat intergénérationnel. Et je trouve ça très, très producteur parce que l'un a l'expérience, une longue carrière dans la prospective, l'éco-prospective. Et Mathieu Gaudin, comme vous voyez, est tout jeune, pimpant et optimiste, conspirateur positif, comme il s'appelle lui-même. Il est entouré de ça d'ailleurs, de conspirateur positif. Donc l'échange sera sûrement fructueux. Donc je vais vous dire deux mots sur chacun d'eux. Thierry Gaudin est prospectiviste vraiment de longue date, mais quand même, il sort de Polytechnique, il a fait l'école des mines et récemment, il faut le souligner, un doctorat en sciences de l'informatique et de la communication. Et il a fait sa thèse sur la pensée anticipatrice et l'innovation en bon, je vous parlerai à la fin de tous ces livres qu'il a écrits, mais d'abord de sa carrière, et là aussi je saute des étapes, mais je dis seulement qu'il a passé 10 ans au ministère de la Recherche, où il a créé le centre de prospective et d'évaluation. Et de cette décennie de travail est sorti un gros livre de 600 pages. Vous vouliez l'emmener, mais vous l'avez oublié. Ah oui, je ne l'ai pas. D'accord. Donc, qui s'appelle Prospective 2100. Voilà, c'est un beau titre, Récit pour le prochain siècle. Et après ces 10 ans, donc c'était en 1993 qu'il a dirigé, il est devenu président de l'association internationale Prospective 2100. Et voilà, en plus, il a écrit, je ne sais pas combien de livres, dont certains sont devenus des best-sellers. Par exemple, L'écoute des silences, un beau titre, comme d'autres titres, L'avenir de l'esprit ou L'utopie des rêveurs, des rêves. Et il a aussi commis un que sais-je sur la prospective. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que la prospective, plongez-vous dedans. Et si cette soirée n'aura pas suffi, par exemple là, le thème est qu'est-ce que la prospective, donc nous allons en parler. Je pense que ça va être clair. Mais en plus, le sous-titre est quand même est-ce que les futurs souhaitables sont réalisables? Donc voilà pour Thierry Gaudin. Et Mathieu Gaudin, lui, il a écrit un seul livre, mais il vient de me dire qu'il prépare le prochain. Et donc l'autre livre s'appelle Le développement durable, une nouvelle idéologie pour le 21e siècle. Il a pas peur des mots, toujours optimiste, toute épreuve. Et d'ailleurs, cet optimisme, je crois, lui a porté chance parce que cette année, non pas cette année, mais en 2012, il est devenu directeur de l'Institut des futurs souhaitables. Rien que le nom, c'est magique, n'est-ce pas? Et l'endroit où il se trouve est également magique, parce que c'est à la Gaîté Lyrique de Paris, tout restauré, tout rose, l'avenir est rose, vous pouvez être sûr. Et c'est là que Christian et moi, nous sommes allés lui rendre visite, l'interviewer. Et alors, il fallait aller jusqu'au dernier étage, parce que c'est là où il a un minuscule laboratoire, ou bureau, comme vous voulez, laboratoire d'idées, je dirais, avec deux collaborateurs. Déjà, une vue imprenable sur les toits de Paris, bon, ça fait penser, ça fait rêver, c'est bien. En plus, il s'entoure de jeunes conspirateurs positifs. Ça veut dire ils font un véritable think tank. Mais c'est pas seulement think tank, parce que lui, il appelle ça le think and do tank. Parce qu'il croit beaucoup à l'initiative personnelle, individuelle, et à l'initiative des créateurs, des créatifs culturels.
Et aussi, il croit que tous, nous, moi, vous, sommes des acteurs de changement, si nous le voulons bien, si nous nous en donnons les moyens. Et une université populaire est aussi un moyen pour vous donner des moyens de savoir et agir. Et donc, l'agir est important. Alors, ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il organise des voyages dans le futur. Alors, assurez-vous, c'est écologique. Ça veut dire que ce ne sont pas des voyages réels, non. Ce sont des voyages intellectuels avec 20 participants qui sont en formation, en quelque sorte, et qui viennent de tout horizon. Alors, il y a des philosophes, il y a des scientifiques, il y a des poètes, il y a des plasticiens et des créateurs, tout court. Et ces voyages dans le futur, hein, voilà, il va vous dire ce qu'il en sort de temps en temps. Et de toute façon, c'est tout nouveau, c'est tout beau, et on va voir ce que ça donne. Vous voyez déjà les différences entre les deux, non seulement l'âge, mais c'est lié à ça. Je veux dire, l'un croit à l'institution et l'autre peut-être moins. Parce que Mathieu Gaudin, il donne dans ses interviews, il donne toujours un exemple d'initiatives locales. Par exemple, une petite ville anglaise, je crois que ça s'appelle Torrance, où 3 habitants ont décidé de vivre autrement, de s'habiller autrement, de se loger autrement, de se nourrir autrement. Et puis, ces 3-là ont été suivis par 30% des habitants de la ville. Ça veut dire vraiment, c'est des acteurs de changement. Donc, bon, si je dis il ne croit pas trop à l'institution, il est quand même directeur de l'Institut du futur souhaitable. Donc, peut-être on ne peut pas contourner, mais ça, c'est une question de débat, justement. Je crois qu'effectivement, les initiatives doivent venir des grassroots, des citoyens, mais il faut aussi une collaboration tout au moins du haut. Donc les deux combinés, ça donnera peut-être des étincelles. Voilà, je passe la parole à Thierry Gaudin, qui va vous faire aussi des belles projections. Et je résistais pas à l'envie de lui demander est-ce qu'un jour vous croyez que les politiques vont écouter les prospectivistes? Parce que tout de même, nous sommes dans une crise. Hein, et si la prospective je pense à la prospective du Club de Rome. Déjà, il y a 30 ans, ils ont prévu les scénarios dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Le climat qui ne va plus, etc. 40 années. Mais c'est pas mal comme prévision, n'est-ce pas? C'est pas mal. Et personne ne les a écoutés, hein, il faut croire. Hein. Alors voilà les questions à débattre. Merci beaucoup. Bon, merci de cette introduction. Je ne sais pas si... Voilà. Je vais faire une petite présentation sous forme de diapo, puisque la question qui était posée au départ, c'est qu'est-ce que la prospective? Donc je me permets de donner une définition. C'est la construction d'un récit racontable du futur. Et l'idée du récit racontable se rattache à une philosophie qui est celle de l'ethnométhodologie de Garfinkel, qui est assez inspirée de Husserl et qui parle du statut du discours dans la société. Alors, les récits racontables, il y en a beaucoup, puisque l'adjectif racontable veut surtout dire qu'il n'est pas en contradiction avec ce que la science donne comme résultat. Ce qui ne veut pas dire que ça ne soit pas en contradiction avec l'opinion commune, et bien souvent même les perspectives les plus valables et les plus efficaces ne vont pas dans le sens de l'opinion générale. C'était le cas du Club de Rome que vous avez cité il y a 40 ans, et aujourd'hui encore, Meadows, qui est venu l'année dernière à Paris pour parler de l'actualisation de son travail, était absolument furieux
du fait que ni les chefs d'État ni les organisations internationales n'avaient vraiment tenu compte de ce qu'il avait dit à l'époque, et qu'aujourd'hui, il ne pouvait que répéter son diagnostic et son pronostic des années 70. Alors, un récit racontable, ça peut être un roman. Tout le monde sait que Jules Verne a fait des écrits qui sont tout à fait anticipateurs. Il n'y a pas que Jules Verne, il y a Wells, par exemple, en Angleterre. Dans le cas de Wells, ce qui est intéressant, c'est qu'il est meilleur en prospective quand il fait des romans que quand il fait des prospectives officielles, parce qu'il était aussi chargé de faire de la prospective pour le gouvernement. Et puis, il y a des gens comme Isaac Asimov, dont tout le monde connaît les robots, Fondation, etc. Mais ce sont effectivement, la guerre des mondes, ça représente quelque chose qui s'est plus ou moins réalisé sur le terrain, puisque maintenant, vous avez vu ce qui s'est passé en Irak et ce que font les drones en Afghanistan. Et les drones, c'est tout à fait ce qu'il y avait dans la guerre des mondes, y compris dans le film. Les robots, Fondation, la Terre est 20 000 yeux sous les mers, tout ça, c'est extrêmement valable. Alors, il y a quand même une question de prospective importante qui est la manière dont on voit le monde et tout ce qui peut s'en déduire comme conséquence dans les comportements. À cet égard, je voudrais partir pour initier cette idée d'une conférence que le philosophe Heidegger a donnée en 1953 dans une école d'ingénieurs. Heidegger, comme vous le savez, avait appartenu au parti nazi, il avait été interdit d'enseignement pendant quelques années, et là, il reprend et il fait une conférence sur l'essence de la technique. Une conférence tout à fait étonnante, puisqu'il dit trois choses. L'essence de la technique n'est rien de technique. Bon, on va dire, l'essence d'une chose n'est pas cette chose, il faut aller beaucoup plus loin. Et il dit l'essence de la technique est l'être lui-même. Alors là, c'était très étonnant pour les Français, puisque les philosophes français de l'époque, Sartre et les autres, méprisaient le travail technique et ne pensaient qu'à un travail abstrait de la pensée. Et il ajoute l'essence de la technique moderne, c'est-à-dire celle dans laquelle on vivait à son époque, et la réquisition au nom de la raison, et il fabrique un mot, Gestell, pour dire ça, ce qui, en allemand, veut dire squelette, étagère, c'est-à-dire quelque chose qui se tient par sa propre rigidité du dedans, hein, en gros. Donc c'est la réquisition au nom de la raison. Ça a été traduit par art raisonnement en français. L'essence de la technique moderne. Alors il faut dire qu'on sortait de la guerre, c'est-à-dire d'un point culminant de l'industrialisation qui était l'industrialisation de la mort. Et par conséquent, il y avait à cette époque-là une problématique extrêmement forte et douloureuse, surtout du côté allemand, bien évidemment, et lui en était particulièrement visé, puisqu'il avait commis l'erreur de se rapprocher des nazis pendant quelque temps dans les années 30. Donc ça, c'est, je dirais, un point de départ, et un point de départ qui donne une certaine force à cette technique industrielle comme réquisition. Le Gestell est une idée très forte qui, à mon avis, remonte aux chevaliers teutoniques, c'est-à-dire au XIIe siècle, et qui s'est ensuite propagée et déployée dans tout le monde industriel, avec aussi la réquisition de visibilité qui est celle du panoptique de Bentham. Alors, après Heidegger, de ses disciples, Hannah Arendt, c'est pas seulement la réquisition des objets et du corps des gens, c'est aussi la programmation des désirs. Dans son livre qui s'appelle La condition de l'homme moderne, c'est-à-dire en 1958, et puis plus près de nous, alors on a le mariage industrialisé dans la secte Moon, et puis on a Christian Salman qui dit non seulement ce que dit Hannah Arendt c'est juste, mais il y a en plus programmation psychique par les récits et les jeux. Et en 2012, on a vu arriver le neuromarketing, c'est-à-dire comment utiliser les neurosciences pour vendre. Donc on va réquisitionner les corps, les sentiments et les neurones.
Donc on est en plein Gestell au sens de Heidegger. C'est pour ça que j'ai commencé par montrer son diagnostic finalement de 1953, qui en plus s'adressait à des ingénieurs, pour leur dire attention, il y a un problème avec votre conscience. Ça n'a pas été tellement entendu, puisque aujourd'hui nous en sommes au neuromarketing. Alors ça, c'est un aspect extrêmement important, et je dirais qu'au fond, la logique de Heidegger consiste à dire, sous prétexte des besoins de l'homme, on réquisitionne la nature, et pour réquisitionner la nature, on réquisitionne l'homme lui-même. D'où une formidable contradiction, un espèce d'envoûtement du monde moderne, qui finalement est dans cette idée de l'efficacité, qui est une efficacité du concret et de la vente, mais qui n'est absolument pas une efficacité de l'humain. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est la question du désenvoûtement. Et la question du désenvoûtement, elle fait appel non pas aux humains en tant qu'employés ayant un métier, etc., elle fait appel aux humains dans la totalité de leur vie. C'est-à-dire que le message que je voudrais délivrer aujourd'hui, c'est attention. Nous avons beaucoup de retraités, nous avons beaucoup de gens qui sont au chômage, nous avons beaucoup de gens qui ont des loisirs, que ces gens-là se mobilisent pour faire autre chose que la réquisition que Heidegger a diagnostiquée. Et ils ont du temps. Ils ont du temps, mais je dirais que le problème, c'est que ce temps libre, c'est plus possible que ce soit un temps consacré à la jouissance, puisqu'on a à construire un monde différent. Donc c'est de ce côté du temps libre qu'à mon avis, on peut émettre une demande. Moi je sais que je suis entouré de retraités qui n'ont jamais autant travaillé qu'ils ont pris leur retraite. Mais ils ne travaillent pas à ce qu'ils faisaient avant. Ils travaillent quelquefois au contraire à déconstruire ce qu'ils faisaient avant. Alors, regardons un petit peu ce que donnent les excès de cette philosophie de la réquisition. Il y a les transhumanistes qui disent la fusion de machines est inéluctable, on va se mettre des microprocesseurs partout, des prothèses, et on va finalement terminer comme des robots. Et puis, il y a la réalité. Et la réalité, c'est que la démographie, eh bien, elle est en train de changer de façon radicale, puisque là, vous aviez la pyramide des âges de 2006, de 2000, et là, vous avez celle de 2050. Et vous voyez, on passe de la pyramide à la toupie, c'est-à-dire qu'on commence à avoir une régulation démographique. Vous savez que la Terre est surpeuplée par rapport à ses capacités de production, et voilà les migrations actuelles. Les pays en vert sont les pays d'émigration, et les pays en orange, les pays d'immigration. Et puis, vous avez ça. Vous allez avoir une conférence sur le changement climatique. Ce qui est intéressant, ça s'est publié dans l'Atlas qui est l'Atlas Bordas, c'est Business as Usual 2050, et vous voyez sécheresse. Sécheresse en Australie, pluie en Chine, sécheresse en Inde, sécheresse en Afrique du Sud, pluie au Congo, etc. Des choses tout à fait inégales. Ce qui veut dire des réfugiés climatiques. L'estimation, quand je discute avec des collègues d'autres continents, ils me disent, bon, au XXIe siècle, on a peut-être 200 millions de réfugiés climatiques sur l'ensemble de la planète, alors qu'au XXe siècle, c'était des réfugiés économiques. C'est tout à fait une situation tout à fait différente de celle qu'on a connue au XXe siècle. Et puis en plus, il y a ceci, c'est-à-dire les shrinking cities. Il commence à y avoir des effondrements de villes, avec notamment le cas de Detroit, où l'industrie automobile a fait s'effondrer l'ensemble de la ville, du fait qu'elle ne trouvait plus de débouchés. Et puis, ce sont des images de maisons abandonnées du côté des États-Unis. Et ça, c'est une carte avec des gens de l'OCDE qui montrent tous les endroits de villes vulnérables. Alors, en face de ça, qu'est-ce qu'on peut imaginer?
Alors Jared Diamond, lui, dit il y a eu des effondrements. Il prend le cas de l'île de Pâques, le cas des Vikings au Groenland. Et donc, l'idée d'effondrement est une idée qu'il faut intégrer dans l'histoire des civilisations. Et puis, nous, en Europe, nous avons eu 2 siècles de prospérité au Moyen-Âge, entre 1100 et 1300, où la population a été multipliée par 3, à peu près. Elle est arrivée à 40 habitants qui arrivent vers 1300. Et puis là, c'est la saturation. C'est la saturation, et ce qui se passe après, c'est ça. C'est-à-dire que la population, entre 1300 et 1500, est divisée par 2. Avec ici les premières famines, là la grande peste de 1348, la guerre de 100 ans et la peste qui est récurrente. Donc on a une augmentation de la population jusqu'à saturation, jusqu'à saturer les subsistances, et puis ensuite l'automne du Moyen-Âge, et ce qu'on appelle la Renaissance, c'est la fin du grand déclin. Donc ça, c'est la trajectoire européenne du Moyen-Âge. On ne s'en souvient pas parce qu'on enseigne le Moyen-Âge souvent dans cette partie-là, en oubliant ce qui s'est passé entre 1100 et 1300, qui était une extraordinaire période de développement et de prospérité. Alors, ça n'a pas été un effondrement complet, parce que ici, vers 1300, il y avait un roi particulièrement rusé et autoritaire, Philippe le Bel, qui a protégé les forêts. Et c'est sans doute à cette protection que l'on doit que le déclin n'a pas été véritablement catastrophique. Alors, si nous regardons une simulation démographique à partir de ce qu'on sait de l'évolution de la fécondité aujourd'hui, on a une courbe qui pourrait ressembler à ça, c'est-à-dire on culmine vers 8,5, entre vers 2060, 2080, et puis après, il y a un réajustement de la population parce que la carrying capacity de la planète est plutôt du côté de 4 à 6 milliards que du côté de 9 milliards. Alors, que faire? Que faire? Et là, dans la deuxième partie de ce que j'ai à vous raconter, il y a des gens qui disent « je signe la pétition ». C'est loin d'être suffisant. Signer des pétitions, la pétitionnite, c'est quelque chose que nous avons connu de plus de 50 d'années. Ça peut avoir dans certains cas de l'effet. Lorsque la pétition s'adresse à des gens qui ont effectivement des responsabilités suffisantes pour infléchir les choses, signer des pétitions, à mon avis, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est beaucoup plus pour prendre soin de la nature, les humains. Ça, c'est une image qui nous vient de Nouvelle-Zélande. Vous voyez l'homme sur son toit, là. Les humains devront vivre auprès de la nature. Et là, voilà, vivre auprès de la nature, comment? Voilà un exemple. Un village, 300 habitants, et ici, un personnage bizarre qui gagne sa vie en faisant un peu d'économétrie forestière, qui ne bouge pas de chez lui. Et alors, en 2004, l'ARCEP a dit pour mettre le Wi-Fi, maintenant, il n'y a plus besoin d'autorisation. Il n'y a même plus besoin de déposer un dossier. C'est un geste administratif tout à fait exemplaire. Et dans les 3 semaines, Didier avait installé le Wi-Fi dans le village. Et actuellement, il y a 30 ménages abonnés, et ça coûte par ménage 30 €, mais 30 € par an. Comparez ça avec votre facture de téléphone. Donc on a un exemple. Alors ce qui s'est passé, c'est que alors il a fait ça sans rien demander, ni au conseil général, ni au conseil régional, parce que, évidemment, perdre du temps à faire des démarches administratives, c'est pas son truc. Mais il a fait sur Internet un réseau qui s'appelle le RAN, Rural Area Network, pour que les gens qui ont envie de faire la même chose puissent le faire de leur côté. Et qui sont un peu bricoleurs, qui savent comment faire des relais et des capteurs. Le capteur, d'ailleurs, ici, c'est le web de Ricoré, vous voyez. Et puis, ça avait commencé par, comme il n'y avait pas le DSL sur place, ça avait commencé par les satellites. Et puis après, une fois qu'il y a eu une ligne d'ADSL, elle devrait être... Alors ça, c'est un exemple. Et puis, évidemment, ce village, il y a des fruits, il y a des potagers,
il y a un petit peu d'élevage. Donc, je dirais que l'échange avec le circuit économique national est considérablement réduit par rapport à ce qu'on connaît en ville ou même dans les villes moyennes. Donc, il y a là quelque chose qui ressemble à cette liaison de l'autre côté de la planète et qui est sans doute un défi. Comment, en partant de concentrations urbaines considérables que nous connaissons, reconquérir les espaces ruraux et y déployer des capacités et des modes de vie qui sont tout à fait, je dirais, au niveau de ce que l'on connaît en ville. Simplement pour montrer que c'est possible. Alors évidemment, il y a des gens qui sont allés beaucoup plus loin, et c'est le cas de Biosphère 2. Biosphère 2 a été construit donc en Arizona, et l'idée c'était, on va mettre 8 personnes avec 2700 espèces animales et végétales dans un ensemble qui soit hermétiquement clos, avec l'idée que si on arrive à construire un écosystème complet, c'est-à-dire qu'il soit entièrement recyclable, eh bien peut-être on pourra le satelliser et aller s'installer non plus dans la Station spatiale internationale qui est quand même en orbite basse, mais par exemple au point de Lagrange, qui font un triangle équilatéral avec la Terre et la Lune. Alors à l'intérieur, ça ressemble à un potager, c'est un écosystème complet, c'est-à-dire avec l'ensemble des plantes et des insectes et des animaux qui sont nécessaires pour faire quelque chose qui vive sur lui-même, complètement. C'est finalement un objet assez symbolique de ce qui s'est appelé Biosphère 2, parce que Biosphère 1, c'est la Terre elle-même. Donc, voilà. Alors, il y a, lorsque nous avons fait ce livre sur le prochain siècle, on avait anticipé une période de crise économique et financière entre 2010 et 2020, et une sortie de crise qui ressemble à ce qu'ont été les sorties de crise du passé, c'est-à-dire 1848 et 1929, qui est une sortie de crise par des investissements. Et la crise était due à des phénomènes monétaires, ce qui effectivement s'est confirmé. Alors les investissements du XXIe siècle, ceux du XXe siècle, la crise de 29, elle s'est terminée par la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que les investissements ont été des dépenses militaires. Donc c'est une erreur, si possible, à ne pas reproduire. Et là, il y a quelques gouvernements qui ont commencé à faire des gros investissements. Celui qui m'a paru le plus intéressant, c'est ce qu'a fait le gouvernement, c'est l'Indien. Avec 46 fleuves connectés par 30 canaux, 10 000 km de canaux. Alors évidemment, si on regarde les problèmes de réchauffement planétaire globalement, le grand château d'eau de la planète, c'est l'Himalaya. Et donc, le fait que les glaciers de l'Himalaya vont fondre, ça va rendre le régime hydrographique plus irrégulier, puisque la glace, c'est un stock entre l'été et l'hiver. Et par conséquent, on va avoir des problèmes avec les différents fleuves qui viennent de l'Himalaya, c'est-à-dire le fleuve de l'Inde, de la Chine et de la péninsule indo-chinoise. Donc les seuls à avoir pris pour l'instant, si les Chinois, ils ont fait le barrage des Trois Gorges, et puis très critiqué, mais il a quand même, il existe, et il est fort possible d'ailleurs qu'ils en fassent d'autres. Et là, ils ont fait simplement un réseau pour mettre tous leurs fleuves en interconnexion avec 10 000 km de canaux. C'est un exemple de grand programme. C'est-à-dire que pour le XXIe siècle, il n'y a pas seulement le village de Vaour que je viens de montrer, il y a aussi certainement des grands programmes, mais ces grands programmes, il faut encore qu'ils soient cohérents avec les programmes du XXIe siècle. Ce n'est pas les grands programmes à la manière du XXe. Néanmoins, ce qui se passe, il n'y a pas seulement les pétitions, il y a des gens comme les Anonymous, et finalement le système d'information change quand même les possibilités de bouger les systèmes économiques, financiers et les systèmes de pouvoir. Et ceci, je dirais, dans un sens qui pose des vraies questions.
Les Anonymous, eux, ils se sont attaqués à la secte. Hein. Là, ce qui se passe, c'est que lors de la construction de ces dispositifs autonomes locaux, il faut aussi que le système monétaire aille avec. Alors, avec les très grandes monnaies que nous connaissons, eh bien, les monnaies sont happées par des dispositifs spéculatifs. Et bon, on est ici à côté de la bourse, hein, des dispositifs spéculatifs internationaux, au lieu de servir à des circuits locaux d'approvisionnement. Et Bernard Liétard, donc, dit les monnaies complémentaires, c'est peut-être un outil de démocratie. Je vais simplement citer un exemple pour fixer les idées. C'est ce qui a été fait l'année dernière dans la ville de Gand. Dans la ville de Gand, eh bien, il y avait un quartier particulièrement mal tenu, hein, du point de vue de la propreté et de tout ce qui s'y passait, un quartier turcophone. Et donc la municipalité a dit à Bernard Liétard, mais qu'est-ce que je peux faire? Et il a dit, bon, ben, on va demander à cette population qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui leur plaît. Et les gens ont dit, eh bien, nous, pour une part d'entre nous, on vient d'Anatolie, et donc on aimerait bien avoir un petit bout de terrain pour cultiver nos salades et nos tomates. Et bon, on invente une monnaie, le Torex. Et cette monnaie, on dit, ben voilà, si vous nettoyez, si vous embellissez le quartier, hein, eh bien, vous pouvez vous présenter à la mairie et on vous donnera des billets de cette monnaie. Hein. Et avec cette monnaie, vous pourrez louer, voilà, on peut embellir le quartier, vous pourrez louer un carré de terrain pour planter vos tomates et vos salades. En un an, le quartier est transfiguré. C'est-à-dire qu'en créant des petits circuits qui motivent autrement les populations, on résout les problèmes. Alors que si on fait appel à Wall Street, on ne résout rien du tout. Et ça, c'est, à mon avis, une question extrêmement importante. C'est la manière de faire, non pas des très grands projets, mais aussi des circuits de motivation qui soient adaptés à la situation des personnes. Alors, je vais simplement maintenant dire que, bon, les scientifiques, Jocelyne Porcher, qui a fait son doctorat à l'INRA sur l'élevage, les scientifiques nous disent aussi, il y a un certain nombre de choses, certains d'entre eux, Jocelyne Porcher en particulier, sont tout à fait indignés par les traitements que nous infligeons aux animaux. Hein, par les traitements que nous infligeons aux animaux. Alors Vinciane Després a écrit ce bouquin, Que diraient les animaux si on posait votre question, et France Deval, qui est un autre éthologue, parlait de l'âge de l'empathie. Alors j'ai terminé sur cette idée, hein, voilà, l'empathie, hein, on peut la décliner en différents niveaux. Et bon, même le rire n'est pas le propre de l'homme, comme vous voyez, notre relation avec la nature. Et les valeurs anciennes, domination, conquête, performance, et les valeurs montantes, empathie, individuation, et non plus individualisme, et résilience, avec les auteurs correspondants ici. Donc, seul pour le pouvoir est celui qu'on exerce sur soi-même. Je vous remercie de votre attention. Oui, Mathieu, carte blanche. Merci beaucoup. Moi, je vais en profiter pour vous remercier d'être là. Parler du futur, c'est ni naturel, ni facile, parce que c'est forcément une abstraction de l'esprit, déjà spatiale, puisqu'on ne sait pas de toute façon la matière de quoi elle sera constituée, on commence déjà à y penser. Temporel, 2040, c'est quand même à l'échelle d'une vie, alors Thierry il pense à 2100, c'est-à-dire qu'on ne sera même pas là pour voir si tu avais raison ou pas. Mais même en 2040. Le futur, c'est une matière qui est vraiment c'est un pari fou, c'est-à-dire qu'au moment où je parle du futur, je l'ai déjà transformé en plus. Donc, ce
il me fait dire que moi je prends mienne la phrase de Maurice Blondel qui dit que l'avenir ne se prévoit pas mais qu'il se prépare. Et c'est là où on va arriver assez vite au conspirateur positif. C'est si on prend comme base c'est plus qu'un adage, c'est vraiment de la pensée vraiment intelligente, traduite de belle manière, eh bien, qu'est-ce qui nous manque pour préparer notre futur? Il nous manque une attitude finalement vis-à-vis du futur. Et c'est là où on va intervenir. Parce que moi je pense que le futur c'est un prétexte à parler de maintenant. Et que si on sait ça, on se libère aussi. Et que la dernière terre vierge qu'il nous reste à explorer, c'est le futur. Voilà, un peu ce qui m'a amené à finalement, avec une centaine de personnes, créer l'Institut des futurs souhaitables. On sent quand même intuitivement qu'on est dans une zone de l'entre-deux-mondes. On le sent tous les jours, dans tous les domaines, il n'y a pas un sujet où on ne se dit pas « ça mériterait d'être réinventé ça ». La relation entre le patient et le médecin par exemple. C'est-à-dire que le médecin qui vous considère encore comme un numéro, juste vous regardez sur les forums qui vont bien et vous êtes plus avant que lui dans la seconde parce que vous avez l'expérience de votre propre maladie, quoi. Donc juste ça, c'est quand même assez étonnant. La pédagogie, n'en parlons pas. On sent bien quand même qu'en ce moment, la science, c'est ce que le papa raconte à son enfant, et la technologie, c'est ce que l'enfant raconte à son père. Actuellement, on est quand même quelque chose de l'ordre de... Il y a un nouveau prisme de lecture de quelque chose, et on a du mal. On sent aussi qu'il y a un monde ancien qui est assez tenace. C'est-à-dire que si on est entre deux mondes, un monde ancien et un monde qui vient, le monde ancien, il s'accroche, il construit des murs, il essaye encore de prévariquer, il a des espèces d'intentions, de prédation qu'on a déjà vues, et il construit des murs même s'il sait que dans l'histoire, à tout temps, les murs sont toujours tombés. Et pourtant, il continue encore à ériger des murs. Vieux réflexe d'un monde qui ne veut pas voir sa fin arriver, et pourtant, moi, force est de constater que depuis 10 ans, même les chantres du système sentent qu'il y a quelque chose, et que le monde d'après, on ne sait pas vraiment comment il est esquissé, mais on va quand même mettre des billes, on va quand même mettre un peu de R&D, on va quand même être en veille, et on voit arriver dans nos conférences des gens qui ne sont pas vraiment des militants. Et ça, c'est plutôt très enthousiasmant. Je trouve que c'est la première bonne nouvelle de la soirée. C'est-à-dire que tout le monde est bien convaincu qu'il y a quelque chose. Et il y a Antonio Gramsci qui disait qu'un monde se meurt et un autre monde tarde à apparaître, et que dans ce clair-obscur apparaissaient des monstres. Mais moi, je trouve qu'il y a aussi des explorateurs qui apparaissent. Et c'est là où c'est génial, c'est qu'on est dans une nouvelle phase de découverte fantastique, et qu'il y a des gens qui sont déjà partis, qui n'ont pas attendu justement qu'on leur dise non, vas-y, demain ça peut être ça, va explorer, reviens. Ils n'avaient pas de moyens, ils n'avaient pas de caravelle, et pourtant ils sont partis. Et la bonne nouvelle, le deuxième, c'est qu'ils sont en train de revenir. Et ils sont en train de revenir de toutes les disciplines. Donc il y a des pédagogues qui ont déjà essayé d'explorer un peu ce que pourrait être demain. Il y a des comptables qui sont en train d'imaginer comment l'immatériel pourrait vraiment déplacer le prisme de lecture qu'on a sur la valeur des choses. Et il y en a qui réinventent le territoire, il y en a qui réinventent un certain nombre de choses, et c'est là où l'Institut, on est des passeurs-connecteurs entre ces gens-là. Donc on n'est pas des armateurs, on est des réceptionneurs, et on a une intuition, c'est que c'est le temps aussi pour les artistes de se mettre à côté des stratèges pour donner à voir des futurs vers lesquels on aimerait aller. Il y a eu des temps comme ça dans l'histoire de l'humanité, où les artistes précédaient un peu de leur art des réalités que le monde ne voulait pas voir. Le poète, il est redoutable pour ça. S'il a envie de vous dire que la terre est bleue comme une orange, vous avez déjà la saveur de quelque chose qui n'existe pas encore, et lui, il n'avait aucune limite au moment où il vous l'a dit. Donc nous, on a des experts avec nous, et on a des artistes qui essayent de traduire un petit peu la complexité du monde, on va dire ça, pour donner de l'inspiration au débat public. Et puis l'artisanat de l'Institut, c'est de faire des voyages intellectuels, puisqu'en effet, aller vers 2040, à part sous drogue, c'est assez difficile de matérialiser ça. Pourquoi je parle des drogues? Parce que c'est une voie aussi, hein, dans certaines tribus, pour aller dans d'autres réalités. N'empêche qu'il y a un média, qui est un média chimique. Donc nous, on est plutôt réaliste de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on n'en prend pas. Et on compte plutôt sur la poésie pour essayer justement de nous faire un peu voyager. Et alors un voyage intellectuel pour imaginer demain, ça se passe un peu comme ça. La première des choses, c'est de bien choisir les voyageurs volontaires. Et pour nous, un bon voyageur volontaire, c'est quelqu'un qui se pose des questions, qui est ouvert, bienveillant et qui veut explorer demain. Ça a l'air comme ça, mais c'est vraiment très intéressant parce que pour nous, être bienveillant, dès le début du voyage, on va apprendre à construire avec des accords ensemble. Parce qu'on a un petit postulat empirique, c'est que ce que nous partageons le plus, c'est nos contradictions, que déjà en parler, c'est déjà une forme d'empathie. Et si jamais vous acceptez que l'autre ne pense pas comme vous, vous vous sentez plus libre finalement pour parler avec lui. Et comme on va parler pendant 6 mois de beaucoup de choses, ça allège. Donc dans le voyage, d'abord, c'est des gens comme ça.
Ensuite, on a une autre intuition, c'est qu'il est temps de se rassembler, mais surtout sans se ressembler. Et que c'est la différence, c'est la biodiversité finalement des gens qui va créer de l'émergence et de l'innovation. Donc à l'idéal, dans le voyage, puisque on fait ça tous les 6 mois et on fait ça avec 20 personnes, c'est la moitié vient du CAC 40. Et on se prend le luxe d'avoir un banquier, un assureur, quelqu'un qui est dans le lourd, dans l'industrie, donc lui qui n'a pas d'autre choix que de se coltiner les problématiques d'environnement, comparé à une SS2I qui peut encore masquer un petit peu son incurie. Quelqu'un du luxe, parce qu'il s'est câblé complètement différemment, quelqu'un de l'énergie, quelqu'un des services publics aussi. Et puis on a 2 places contingentées dans le voyage pour des institutions d'État, pour des ONG, pour des collectivités territoriales, 2 places à chaque fois. 3 à 5 places pour les entrepreneurs qui sont venus par un autre projet, ce qui est une autre énergie que la corporation que peut défendre tel ou tel de l'énergie. Et puis on a 3 places pour des chômeurs qui eux sont en construction de vie en fait. Donc ils ont une autre énergie aussi de métamorphose. Puis on a une place pour un artiste et une place pour un journaliste, pour chroniquer l'aventure, comme les naturalistes finalement le faisaient dans les terrains incognita qu'ils visitaient. Et alors le voyage, il y a 5 temps concomitants, donc il y a un voyage intellectuel, vous l'avez compris. Le premier, c'est qu'on est d'autant plus fort qu'on esquisse nous-mêmes les frontières à dépasser. Je m'explique. Le monde tel qu'il est, il faut aussi savoir le voir avant d'imaginer les souhaitables. Donc le premier tiers, c'est les spécialistes de sécurité alimentaire, de démographie, de bioclimatologie, de monétarisation des écosystèmes, de gouvernance mondiale, qui nous disent le monde il est comme ça. Et voilà tous les tipping points, donc les seuils critiques, au-delà duquel les points de basculement. Ce ne sera plus une question de militantisme ou de croyance, ce sera juste une question de résilience, d'adaptation. Et on affine dans ce premier tiers. Et on sent que tous les scientifiques, sans se concerter, nous disent quand même qu'on a un créneau entre 2030 et 2045 qui fait que c'est à l'échelle de notre vie qu'on participe de cette métamorphose ou qu'on n'y participe pas. De toute façon, on en verra les incidences et les conséquences. Une fois qu'on sait ça, je ne suis pas très enthousiaste, on peut se libérer et dépasser l'existant pour voir comment demain pourrait être. On ne dit pas demain c'est ça, on dit demain ça pourrait être ça, à la faveur d'un certain nombre d'expérimentations qu'on pourrait mettre à l'échelle. Et là c'est le temps des fous, c'est le temps de ceux qui, il y a 10 ans, on les dégageait du sérieux des mondanités en les traitant d'utopistes, et maintenant on les convoque devant de nobles assemblées et on les trouve porteurs d'innovation. C'est un bon signe, ça aussi, qu'on les convoque. Ça veut dire que le regard du monde a changé sur eux. Et ces gens-là, ils ne nous ont pas attendus pour partir. Donc on a des spécialistes de biomimétisme, d'inspiration du vivant, qui commencent à trouver des solutions technologiques. Ça, l'industrie est assez friande de ça, mais pas que. Ils sont quand même en train d'imaginer aussi des analogies en termes d'organisation les plus intéressantes. On a les designers de monnaie, qui ont une folie de départ, c'est qu'ils pensent qu'en multipliant les monnaies, on multiplie les richesses. Ben, essayons, et puis au pire ça marche. On a des gens de la réalité augmentée. Alors eux ils commencent à faire peur, parce que la transhumanie, ça a l'air sympa sur le papier, mais pourquoi ça s'appelle donc le nec plus ultra de la transhumanie, et en ce moment les Californiens et les Américains convergent à coup de R&D vers ça, c'est qu'on arrive au point de singularité. Alors pourquoi on l'appelle le point de singularité? Parce qu'il est tellement unique ce point-là, qu'après on ne sait plus ce qui peut arriver. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé le point de singularité. C'est-à-dire que l'homme et la machine, donc la réalité augmentée, vos lunettes, c'est une réalité augmentée, parce que ça fait plaisir le soir au coin du feu. Les exosquelettes, ça va nous faire courir un peu plus vite. On va commencer à rentrer dans de la nano, dans quelque chose qui va transformer notre entité même. Et finalement, il y aura un homme-machine supérieur à l'homme et à la machine. Donc cette nouvelle entité, le point de singularité, c'est ce qui se passe après. Nous, dans le voyage, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment ça dans lequel on veut aller? C'est ça le nec plus ultra pour l'humanité. Donc on parle avec des cyberpunks qui sont déjà en train d'imaginer comment ils vont faire l'amour en 2050. C'est un peu impressionnant et c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit aussi tout le potentiel, cette phase claire qu'on peut prendre de cette technologie-là. On en a d'autres, hein. On a plein de gens assez exceptionnels qui ont la folie d'imaginer que l'esprit du libre qui souffle en ce moment sur le web, qui crée tellement de richesses avec la participation collective d'un certain nombre d'intelligences éparses, si on le met dans le territoire, ça crée une nouvelle économie du don et du partage. Ça peut être intéressant en période de crise, par exemple. On a d'autres qui pensent que la co-révolution est en route et qui vous disent qu'aujourd'hui, c'est quand même un signal faible qualifié, c'est-à-dire que c'est plus que simplement de l'émergence, parce qu'il y a plus de canapés qui sont loués à New York avec le couchsurfing que de lits dans les chambres d'hôtel de New York. Donc on est plus que... Il y a quelque chose. Et en plus, ça se réplique un peu partout.
On a des gens fous, alors eux, là, c'est la fin du voyage. Hein. Donc je les montre progressivement, parce que si je les mets au bout du 3e, je perds la moitié des participants, qui essaient de penser justement, c'est pour ça sur la question des institutions, qu'on s'est structuré, ça a bien marché, avec une société pyramidale. Tout est pyramidal finalement. Ils essaient d'imaginer un mode d'organisation qui serait organique, qui serait une société holomidale, et en laissant ces îlots d'émergence assez indépendants, très intelligents, qui sortent du système. Il est difficile de trouver des gens talentueux, par exemple, en ce moment, dans les grandes entreprises de communication, par exemple. C'est-à-dire que tous les talents, ils sont juste en freelance ou en collectif, ils sont dans des squats, ou ils sont dans des hubs, ou ils sont ils sont pas là, en fait. Ils ont pris leur liberté, ils se sont émancipés, ils se considèrent comme des artistes et ils créent des choses fantastiques. Donc l'émergence, finalement, elle arrive un peu de partout, mais comment on coordonne ces îlots d'émergence qui finalement ont cette indépendance viscérale qui structure un petit peu leur aventure, ils commencent à penser comment une nouvelle gouvernance, donc c'est les holacrates, c'est les sociocrates, c'est tous ceux qui essayent finalement une nouvelle forme de vivre ensemble et d'imaginer le destin ensemble. Et nous, justement, les prospectivistes, notre boulot, c'est d'imaginer la mise à l'échelle de ça. C'est-à-dire qu'une ville en transition, comme Totnes, c'est fantastique, mais ça fait quoi une région en transition ? Ça fait quoi la moitié de l'Europe en transition? Est-ce que c'est jouable? Et qu'est-ce que ça produit? De multiplier les monnaies, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on perd? Donc c'est cette métaphore finalement, c'est cette mise à l'échelle, cette projection qui fait notre métier, parce qu'on n'est pas du tout à vous dire ce qui va être demain. On peut juste essayer d'y réfléchir ensemble. Et c'est ça finalement un prospectiviste. C'est quelqu'un qui a l'art des liens, qui sait s'entourer, et qui sait aussi mettre des pluriels dans sa pensée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un futur, il y a des futurs. Il n'y a pas un souhaitable, il y a des souhaitables. Il n'y a pas un impossible, il y a des possibles. Et ça rassure, ça nous évite les dogmes. Parce que finalement, le XXe siècle, il s'est monté avec les confrontations des uniques. Et je trouve que notre génération, en tout cas, qui n'est pas du tout une génération en termes d'âge, mais juste ceux qui soufflent en ce moment, passe dans une aventure qui est vraiment... qui est un peu différente de nos maîtres, pour le coup, avec cette collaboration dont on parle. D'ailleurs, on a redoré en France le mot de collaboration, je ne sais pas si vous l'avez, c'est quand même assez marqué chez nous, et là on commence à évangéliser, tout le monde parle de collaboration. Et je comprends que nos anciens, ça peut... Enfin, moi j'ai déjà des problèmes vraiment avec ce mot-là, de co-révolution. Là j'aime beaucoup cette idée-là. Et donc, dans nos voyages, il y a un aller et un retour. Les gens viennent pour une formation, reviennent un peu transformés de facto, et rejoignent un écosystème qui est le cœur de l'Institut, qui est une confrérie de conspirateurs positifs. C'est une guilde secrète de gens qui sont juste en train de réinventer leur monde, aussi petit soit-il. Ça peut commencer par soi, ça peut penser à plus large. Et pourquoi une guilde de métier? Parce que ces gens, on a tous les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à convaincre que peut-être on est la réalité de demain, que peut-être ce qu'on va trouver va tout changer. On a du mal aussi, quand on revient, on a des cales pleines de curiosité, comme les explorateurs au XVIIIe siècle, et on a du mal à donner à ceux qui n'ont pas fait cette démarche intellectuelle de voyager. Parce que pour eux, la complexité, c'est un mot problème, et puis ils sont tout seuls, et le monde il est tellement grand, et puis moi, j'ai rien à faire dans tout ça. Ce qui n'est pas du tout vrai, pour le coup. Et donc, cette maïotique, qui est vraiment une nouvelle philosophie, finalement, avec une allégorie qui est le voyage, ça vous donne juste une nouvelle attitude par rapport au futur. Et ça vous donne vraiment la conviction que demain est un terrain de liberté, que tous ceux qui vous disent qu'il y a des irréversibilités, ils veulent vous manipuler, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est une nouvelle philosophie, une nouvelle maïotique, avec plus de questions que de réponses, avec plus de pluriel que de certitude. Donc finalement, c'est une forme de libre examinisme, mais du XXIe siècle, le siècle qui vient. Moi, je trouve qu'on est encore tellement dans le XXe siècle, et que s'il nous fait payer le fait d'avoir commencé en 14, ce que disent les historiens, et ça tombe bien, parce que 2014, c'est dans un an, donc dans un an, on est sûr de passer au moins au XXIe siècle. Si on n'en est pas convaincu, on pourra le célébrer quand même. L'autre chose que je voulais partager avec vous, pour engager la discussion, c'est que moi je suis historien à la base. Donc j'ai regardé ce que l'homme a fait avant d'imaginer ce qu'il pourrait faire. Et finalement, maintenant, je suis un peu un historien des futurs, je suis en train de chroniquer ce qui pourrait arriver. Et que le grand récit, il est extrêmement important. On a besoin d'avoir une projection enthousiaste d'une histoire à raconter. Et par contre, moi ce qui me tient à cœur, c'est qu'on doit vous donner les moyens de vous raconter votre propre histoire. C'est-à-dire que à vous d'inventer la vie qui va avec.
Demain, ça peut être un grand kiff. Voilà les éléments, voilà les signaux faibles qui nous démontrent que demain, ça peut être vraiment... On a un carrefour historique pour réinventer et pour sortir des carcans qui ont été produits au milieu du XIXe siècle, dont on a joui au XXe siècle et qui s'effritent là, manifestement au XXIe. On peut juste faire différent. Et on n'a pas d'autre choix que de tout réinventer, y compris même notre pensée. Un exemple, le nec plus ultra de ce qu'il ne fallait pas faire, c'était l'Exxon Valdez, à l'époque. Donc, je vous rappelle, 48 heures avant, le patron d'Exxon regarde les Américains droit dans les yeux et vous dit « c'est sous contrôle ». 48 heures plus tard, ça se fracture, 2000 km de côte nord-américaine souillée, il ramasse encore les galettes. Ça, c'était le nec plus ultra de l'aliénation humaine, industrielle. Avec Deepwater Horizon, je ne sais pas si vous avez entendu un peu la sémantique changer, Exxon Valdez est devenu une unité de mesure. C'est comme 5, comme 10, comme 15, comme 25 Exxon Valdez. Et en fait, ils ont fait péter tous les seuils, en fait. Et je trouve qu'on est dans une ère de la démesure qui force déjà à prendre tous nos outils dont on a hérité comme obsolètes, parce que face à cette... Moi, je trouve que la singularité, on va y aller plus vite que prévu, c'est-à-dire qu'on a tout à réinventer. Ça nous laisse un champ de liberté fantastique. Il ne faut pas attendre que quelqu'un réinvente pour vous. C'est là où on va en parler, hein, mais je trouve que l'institution, c'est difficile aux seigneurs du monde d'avant d'être un parmi les égaux dans le monde d'après, si je puis passer un message, et on le sent, parce qu'ils se sont pétris, ils se sont construits avec une glaise qui n'est plus. C'est pas évident, c'est pas facile. Et donc tout l'enjeu, nous, pour qu'on s'appelle l'Institut des futurs souhaitables à la gaieté lyrique, donc le pitch étant déjà fait dans les dîners mondains, c'est parce que on pense que si on aura certainement moins, et on pourra en parler dans le monde qui vient, on aura certainement mieux, que si on focalise sur le mieux, ça donne envie, et ce récit racontable devient quelque chose vers lequel on aimerait aller. Bon, est-ce que vous voulez répondre à ma question quand même, si vous croyez que les institutions sont nécessaires ou pas nécessaires du tout, et que tout vient des initiatives locales, individuelles, etc. Sinon, on passe aux questions du public. S'il y a un secrétariat d'État aux bonnes idées, moi je veux bien croire à l'institution. S'il y a un institut sur la démesure, ça m'intéressera de voir le diagnostic. Après, je pense que le système il a vraiment été érigé dans 150 ans d'une pensée qu'il faut remettre à plat, et que installer dans le marbre, dans le dur et avec 7 étages, c'est plus difficile qu'une unité légère. Si je puis jouer de la Lego. Qu'est-ce que tu en penses, Thierry? Toi qui es aux mines. Ouais. Je pense que les institutions sont ou devraient être des êtres vivants. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements instituants, et puis il faut savoir faire mourir les institutions lorsque ça devient nécessaire par la construction d'autres mouvements collectifs. C'est ce que Gilbert Simondon, c'est un philosophe qui est très important aujourd'hui, appelle le mouvement d'individuation. Non pas l'individualisme, pas le fixisme, mais l'individuation en tant que mouvement transformateur. Alors, lorsque on a commencé à travailler sur l'innovation, on avait comme base de raisonnement le combat de l'instituant contre l'institué. Et effectivement, ça fonctionne dans les entreprises, ça fonctionne en politique aussi. Mais il faut voir à quel point ça fonctionne lentement. La seule idée neuve de politique depuis 50 ans, c'est l'écologie. Bon, vous avez vu, il a réussi sa percée dans l'Allemagne. Vous avez vu en France que petit à petit, elle finit par exister, au point d'avoir, au miracle, un groupe parlementaire lors des dernières élections, mais très en retard sur ce qui se fait, et à mon avis quand même sur les sentiments du public. Donc
nous avons un peu tendance en France à sacraliser les institutions et à pas les rendre vivantes. Il y a une institution à cet égard qui est particulièrement sacralisée, c'est l'enseignement. Lorsque vous regardez le fonctionnement de l'éducation à la française, je rappelle que dans beaucoup d'autres pays, l'éducation elle est gérée dans les régions. En Allemagne, c'est dans les Länder. Dans les pays nordiques, c'est une éducation qui est aussi décentralisée. Il n'y a pas d'inspection générale. Il n'y a pas de définition des programmes. Les programmes, ils s'ajustent aux besoins. Et c'est la population elle-même qui, d'une certaine manière, engendre, produit la transformation. Alors, le résultat, c'est que pour les disciplines qui devraient être importantes et nouvelles, comme l'informatique, eh bien, on consent, au bout de quelques années de discussion, à avoir un petit enseignement d'informatique en terminale. Alors, comme la base de l'enseignement primaire, ça serait d'apprendre à lire, écrire et compter, et que l'informatique, ça transforme la manière de lire, écrire et compter, on pourrait penser qu'il doit être enseigné dès le primaire. Pas du tout. On en est à bricoler quelque chose en terminale. Et là, je pense que nous avons beaucoup de progrès à faire en France sur la désinstitutionnalisation d'un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a des questions chez vous à propos de ces riches introductions sur la prospective? Disons par rapport à l'enseignement. Attendez. En ce qui concerne l'enseignement, vous prêtez donc l'enseignement que vous avez reçu? Pardon? Vous prêtez l'enseignement de base que vous avez reçu? Vous pensez que l'informatique... bon, je sais rien de l'informatique. Parce que je pense quand même qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. D'autres questions? J'aimerais juste apporter un élément, sans sur le fond mais sur la forme. Récemment, dans 43 États américains, l'écriture à la main est devenue optionnelle. C'est vrai. J'ai été très intéressé par ce que vous avez dit sur les deux on a parlé, sur les monnaies alternatives. Voilà. Je réponds un petit peu. Alors j'ai lu récemment un rapport de la Commission européenne là-dessus, enfin de la banque, la BCE, et j'ai pas bien compris qu'est-ce qui fait naître tant d'espoir en fait sur la solution de problèmes comme le développement durable par rapport à l'instauration de ces monnaies compétitives. Et puis il y en a une notamment dont vous avez parlé, on entend un peu parler, je suis informaticien, je vais entendu parler dans ce cadre-là, qui est Bitcoin, qui est un système monétaire totalement délocalisé, on va dire, qui a été inspiré, à ce que je comprends, par le mouvement philosophique de Friedrich Hayek, on aime bien, qui est le chantre du libéralisme ultra, qui a inspiré Margaret Thatcher et les autres ultra-libéraux, donc qui consiste à dire on va retirer tout contrôle central de la production de monnaie, de banque centrale, et puis on va résoudre ces problèmes monétaires en instaurant un système totalement en fait incontrôlable par nature, par conception, et donc ça va résoudre des problèmes économiques, de cycle, etc. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ou à nous expliquer sur ça? Bon, pour moi c'est très mystérieux. Oui, sur ce sujet, il y a un rapport du Club d'Europe qui s'appelle en anglais Money and Sustainability, the Missing Link. Et en français, c'est Henri Jacob a cru bon de prendre comme titre Halte à la toute-puissance des banques, ce qui est une traduction libre. Mais c'est un document où il y a la description d'un certain nombre d'expériences. Et donc là, j'en ai évoqué une tout à l'heure à propos de la ville de Gand, puisque c'est une expérience tout à fait récente. Personnellement, j'ai tendance à penser que les monnaies dédiées
à certaines fonctions, de manière à induire certains comportements, sont plus intéressantes que les monnaies du type Bitcoin, qui sont comme les grandes monnaies, c'est-à-dire l'euro, le dollar, le yen, qui sont supposées servir à tout et n'importe quoi. Alors, je vais donner deux exemples pour faire comprendre à quoi peuvent servir ces monnaies complémentaires. La première, c'est un exemple japonais qui s'appelle le Furai Kipu, qui est une monnaie dédiée aux soins aux personnes âgées. Donc vous avez une grand-mère qui est à 300 km, vous prenez soin d'une personne âgée qui habite à côté de chez vous, vous gagnez des Furai Kipu en faisant ça, et vous les envoyez à 300 km pour qu'une personne là-bas, que vous payez en Furai Kipu, s'occupe de votre grand-mère. Donc c'est le transfert en quelque sorte de soins à distance, et ça fonctionne très bien, dans le cas japonais. Évidemment, chaque société a ses habitudes, sa sociologie, donc peut-être que ça fonctionnerait moins bien ailleurs. Un autre exemple qui est intéressant, c'est un exemple brésilien qui s'appelle le saber. Donc l'idée, c'est la meilleure manière d'apprendre quelque chose, c'est de l'enseigner. Donc on donne du saber aux débutants. Avec cette monnaie, ils vont payer les plus anciens qui vont leur transmettre ce qu'ils savent, lesquels paieront les plus anciens, etc. Donc on crée un flux de connaissances descendant, en quelque sorte, en contrepartie d'un flux monétaire montant. Une expérience aussi dans le registre de l'enseignement qui a eu lieu aux États-Unis, dans la ville de Kansas City. L'université du Kansas avait observé que les étudiants vivaient dans leur coin, ils avaient peu de relations avec la population de Kansas City. Donc l'université a inventé une monnaie qu'ils ont appelée le buckaroo. Pourquoi? Parce que buck, ça veut dire dollar en argot, et que l'animal fétiche de l'université, c'est le kangourou. Donc buckaroo. Et chaque année, donc, l'université donne du buckaroo aux associations de travail social en ville, et elle dit à ses étudiants, pour vous inscrire à l'examen, il faut ramener 20 buckaroo. Comme on est aux États-Unis, question subsidiaire, est-ce qu'on peut acheter du buckaroo avec du dollar? Comme on est aux États-Unis, la réponse peut être que oui, mais le cours de buckaroo est passé de 5 à 15 dollars en quelques années, ce qui veut dire que les étudiants ont préféré aller faire du travail social en ville plutôt que d'acheter des buckaroo à ceux qui en faisaient plus que leur quota. Donc on peut, avec des dispositifs comme cela, induire des comportements nouveaux qui réparent en quelque sorte un fonctionnement social qui ne fonctionne pas bien. Ceci dit, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue un aspect qui peut être, je dirais, qu'il faut regarder en face. Une des difficultés de la prospective, c'est d'accepter de voir les situations difficiles. Dans les situations difficiles, il y a ce que l'on a connu pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire le rationnement. Et si nous avons en effet des perturbations comme il semble s'en dessiner à Chypre ou ailleurs, dans lequel le système bancaire ne joue plus son rôle, on va être obligé d'avoir d'autres manières d'approvisionner la population, et on retrouvera les vieux tickets de rationnement qu'on a connus pendant les guerres. Mais qu'est-ce qu'un ticket de rationnement sinon une monnaie complémentaire? Par conséquent, il y a continuité, si vous voulez, entre la gestion de situations qui peuvent être dramatiques et l'incitation pour réparer des fonctionnements sociaux qui ne fonctionnent pas bien. Alors évidemment, les grandes monnaies complémentaires comme celle, le Bitcoin que essaye de promouvoir une organisation aux États-Unis, c'est pas difficile de voir que c'est une manière d'échapper à l'impôt. Alors on avait, vous savez, vous connaissez l'essai, un système d'échanges locaux.
Bernard Liétard a fait un inventaire des monnaies complémentaires dans le monde. Il arrive à des chiffres de l'ordre de plusieurs milliers. Il peut même arriver à 5000. Enfin, il n'y a pas évidemment de recensement valable. Enfin, c'est plusieurs milliers, alors que ça n'existait quasiment pas au milieu des années 80. Donc on a eu quand même une grande augmentation du fonctionnement par les monnaies complémentaires. Alors, dans le cas des systèmes d'échange locaux, les CEL, que nous connaissons bien en France, il y en a plusieurs dizaines. Le CEL de la Croix-Rousse a même fait l'objet d'une étude de thèse par des universitaires lyonnais. Eh bien, il y a eu un procès. Il y a eu un procès en Midi-Pyrénées. C'était des artisans qui étaient très mécontents parce qu'en utilisant les CEL, il y avait eu des travaux pour refaire une toiture ou arranger un logement. Et les artisans ont dit c'est de la concurrence déloyale, puisque nous payons la TVA, eux ne la payent pas, et donc ils ont traduit en justice. Alors ça s'est passé qu'à un cas, et finalement, ils n'ont pas été condamnés. Le CEL n'a pas été condamné. Alors mon ami François Plassard, qui les a beaucoup défendus, dit que c'est parce que c'était un juge au bord de la retraite et qu'il n'avait pas envie d'avoir m'ennuie, vu le nombre de manifestants qu'il y avait devant le tribunal. Mais que ce soit un problème de rapport de force ou autre, c'était, je veux dire, le dommage créé aux artisans locaux n'était quand même pas considérable, et par conséquent, il n'y avait peut-être pas lieu de sanctionner d'une manière spectaculaire et aussi impopulaire. Mais évidemment, la question de la fiscalité se pose. Moi, je pense que les libertariens, ils ont une audience considérable aux États-Unis. Il y a le Tea Party et les autres. Il y a une doctrine libertarienne qui essaye de se propager en Europe, avec comme idée d'ailleurs de détruire les organisations, les structures, etc. Mais je ne vois pas qu'on puisse faire fonctionner un État, ni même une ville, sans avoir des feux rouges, une voirie, le ramassage des ordures et par conséquent des impôts qui vont faire fonctionner les services minimaux. Donc c'est bien gentil de dire il faut supprimer toute forme de service public. À mon avis, ça ne tient pas la route de minutes. Oui, mais c'est parce qu'on se trouve là encore dans l'opposition entre ceux qui sont commandés par l'institution et l'institution elle-même. Vous disiez tout à l'heure, en fait, ça a été ça, la réponse jusqu'à maintenant, pour permettre à l'institution de se rénover, d'être vivante, donc de pouvoir mourir pour renaître. Pour l'instant, on ne connaît que le schéma, en gros, quoi, de s'opposer, les instituants s'opposant à l'institution. En gros, donc là, on se retrouve encore dans ce carcan. On peut pas dire ça parce que, je dirais, lorsque une institution descend, c'est ce que Alberoni, je ne sais pas si vous connaissez Francesco Alberoni. Francesco Alberoni a écrit un livre merveilleux qui s'appelle L'Innamoramento, qui a été traduit en français sous le titre Le choc amoureux. Donc, c'est un prof, c'est un journaliste à Milan, il est en même temps prof de sociologie, et donc il a fait une enquête sur ses étudiants. Qu'est-ce qui se passe quand des personnes tombent amoureuses? Le verbe tomber est d'ailleurs un usage tout à fait étrange dans ce cas-là. Et alors, il a observé ce qu'il appelle l'état naissant, c'est-à-dire un état de fluidité de la communication, de confiance mutuelle, et bon, que l'on connaît bien, qui est caractéristique des débuts d'une relation amoureuse. Et après, il a écrit un autre livre qui s'appelle Genesis, dans lequel il généralise en quelque sorte ce qu'il avait observé sur l'innamoramento. Il dit quand un groupe social, une association se constitue, au début, il y a cette fluidité, cette confiance, etc.
c'est très intéressant parce que regardez la façon dont les entreprises de l'informatique, puisque ce sont des entreprises récentes pour la plupart, se sont constituées. Vous voyez les débuts de Google à Mountain View, avec effectivement des règles, tout le monde est plus ou moins écolo, on ne fait pas de mal, on est créatif, on a des échanges particuliers, on a des loisirs à l'intérieur d'entreprise, on a une espèce d'ambiance de confiance générale. Et regardez ce qui est en train de se passer autour de Google. Google n'a plus son siège social à Mountain View, il a son siège social maintenant dans le Delaware, parce que c'est un paradis fiscal, le Delaware. Et Google est en train de maîtriser la publicité sur Internet partout dans le monde. Et il est en train de serrer les boulons, d'avoir une politique d'institution instituée et dominatrice. Et on a un peu de mal à faire des concurrents à Google parce qu'il y a une telle avance sur ce marché que, bon, il y a des éléments instituants qui essayent, il y en a en Chine évidemment, qui essayent de faire des moteurs de recherche concurrentiels. Il y en a en France, d'ailleurs. Il y a Inou qui est... Et puis il y en a un, mais il s'est fait racheter par une grande entreprise. Donc, je veux dire, il faut distinguer le mouvement instituant et l'institution, une fois qu'elle est mûrie, etc., et où elle devient dominatrice, intransigeante, et où elle verrouille. La manipulation dont vous parliez, la nécessité d'un désenvoûtement. Absolument. Mais je voulais peut-être vous demander si, par rapport, entre ce que vous faites, les voyages avec les 20 personnes et tout, est-ce que vous sentez peut-être des résonances avec la manière dont les chamans, justement dans leur rapport à l'institution et aux instituants, pratiquent, quoi. Est-ce que dans vos pratiques, dans la manière dont vous explorez les possibles et tout, il n'y aurait pas quelque part quelque chose qui serait de l'ordre de peut-être reconnecté à ce qui a été pratiqué par les chamans Me connaissant, je n'ai pas encore pratiqué le chamanisme et la transformation en loup. Je ne dis pas que je vais... Non, mais justement, parce que moi j'ai vu justement au dernier TEDx à la Gaîté Lyrique une journaliste mais fantastique nous dire comment elle s'est transformée en loup. Mais en s'excusant. Vraiment en s'excusant. C'est-à-dire que, alors, vous allez me prendre pour une folle, mais moi je me suis transformé en loup. Et après, elle montre juste tous les capteurs que les professeurs de neurosciences ont mis sur sa tête pour voir, et de fait, qu'elle se transformait en loup. Donc c'était pas la schizophrénie parce qu'elle pouvait revenir. Donc je suis assez tenté par essayer, mais pour l'instant je ne l'ai pas fait. Donc j'utilise la raison. J'ai pas encore le récit racontable. C'est pour ça que je trouvais qu'il y avait des résonances avec... Là c'est plus de la poésie. On est des optimistes offensifs pour l'instant, mais le stage de chamanisme, Non, pas de stage. Juste un éveil. Moi je voulais juste dire par rapport à Google, il faut aussi voir Wikipédia. C'est-à-dire si on sait parler de Google, Wikipédia c'est quand même le 6e ou 5e site le plus vu du monde. Il y a normalement 90 salariés. C'est-à-dire qu'eux, ils ont trouvé quand même un écosystème d'organisation qui fait que c'est la somme cumulée de l'intelligence collective du monde avec des vigilants et des veilleurs qui arrivent à créer quand même une nouvelle économie avec un truc qui est de l'ordre de l'empire. C'est ça qui est en train de se passer. Il y a évidemment Google qui est en train de se prendre son mur entre sa dichotomie, entre ce qu'il voulait faire et ce qu'il est en capacité finalement de maîtriser. Il y a d'autres choses qui sont en train de naître dans cet univers du web qui est très inspirant. Parce que là aussi c'était hérétique, parce que déjà on n'avait pas prévu le web, les prospectivistes qui ont lancé un réseau mondial dans les années 60, il n'y en avait pas des masses. Et en plus on est dans une terra incognita où on découvre, on pratique, on expérimente, et au pire ça marche. Et je trouve que Wikipédia est un bel exemple de au pire ça marche.
Je pense que Diderot et d'Alembert, ils auraient kiffé avoir un tweet pour essayer d'incrémenter Wikipédia pour aller plus vite. Donc il y a aussi ça qui est en train d'arriver. Oui, ils l'ont fait avec l'encyclopédie. Ouais, c'était un peu plus long quand même. Oui. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste ajouter, par rapport aux explications de Thierry Gaudin, que tous ces exemples concrets, vous les trouvez dans ce livre que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, L'impératif du vivant, et il est sorti en janvier 2013, donc Saber, La Monnaie, etc. Tous ces exemples vivants sont dedans. Moi, si je peux rajouter juste un petit témoignage de ce que je vis à l'intérieur d'un écosystème qui justement est en train d'expérimenter beaucoup de choses, parce qu'on a à peu près 150 actuellement. On espère monter à 300 assez vite, puisque ça a suffi à l'UNIDES pour bloquer Exercès dans le défilé des Thermopyles. Il suffisait de 300 personnes pour convaincre l'arrière-garde que c'était possible. C'est que les monnaies, c'est un peu un espoir d'enfin créer une économie de l'alternative. Moi, je trouve que tout le monde dit que c'est vraiment super ce que vous faites. Vous êtes vraiment dans le temps, même à l'avant-garde. Il n'y a jamais d'argent finalement dans le monde ancien pour valoriser ces types tellement angélisés, quoi. Donc ils sont tous en train de mourir en fait finalement de manque de fluide monétaire. Et finalement ce qui nous manque c'est juste ce fluide monétaire pour déployer un petit peu d'expérimentation et pour participer avec le bel esprit d'un nouveau monde. Et donc cette espèce de monnaie libre, qui s'appelle complémentaire d'ailleurs maintenant, c'est-à-dire qu'on ne fait pas peur, elle est complémentaire au système. Elle ne supplante pas le système. D'autres parlent de monnaie libre, ce qui est le cran d'après, puisqu'on est tous riches de quelque chose et si on le partage, ça crée de la richesse. Et dans cet écosystème, nous, on va, avec les valeureuses, les transitionneurs et des gens qui y pensent, évidemment créer une monnaie dans notre écosystème, parce que nous, on est riche de deux choses, la compétence et la confiance. Ce qui est pour un système monétaire quand même pas mal déjà au départ. S'il suffit juste de rajouter un prétexte qui s'appelle la monnaie pour créer de la richesse, allons-y. Et les nouveaux entrants dans notre écosystème, qui ont tellement besoin au début, qui vont devoir demander aux web designers, aux relations presse, aux communicants, aux bons rhétors, à celui qui sait faire de la vidéo, il sera en déficit, et puis quand il aura un petit peu son projet réussi, il donnera à nouveau à l'écosystème. Donc il y a aussi cet espoir-là, mais ce n'est qu'un espoir, je pense. Madame ? Oui, Je pense que... oui, le micro. D'abord, je voulais dire que, du moins dans certaines communes, il y a dans les écoles des salles informatiques où, je crois, ce sont les CM2 qui y travaillent. Ceci dit, personnellement, je trouve que c'est bien qu'on leur apprenne à lire, à écrire et à calculer traditionnellement. D'autre part, je voudrais m'adresser à M. Mathieu Gaudin, qui est optimiste vis-à-vis de l'avenir et de la technologie. Par exemple, on arrive, il y a eu des informations, à la possibilité, ce qui est vrai, qui est une création extraordinaire, mais à mon avis dangereuse, un ordinateur est en face du regard, et bien sûr après des travaux, et l'ordinateur arriverait à traduire, je ne sais pas comment, je ne suis pas très technologique, la pensée. Est-ce que, ou de même, j'avais lu dans Science et Vie, ou Science et Avenir, je ne sais plus, qu'on allait pouvoir programmer, pas de manière psychologique, hein, mais technologique, des hommes, par exemple, pour aller à l'armée, se prostituer ou n'importe. Voilà. Et est-ce que vous ne croyez pas que ces nouvelles, qui sont au début que pour des malades, neurologiques graves, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas bouger, encore que personnellement, moi je trouve qu'une communication avec les cils ou avec les doigts, c'est mieux qu'à travers un ordinateur, mais que ça peut être ensuite généralisé, parce que bon, il y aura un comité d'éthique, mais on a connu Marie Curie avec au début la radiothérapie, et ça fait la bombe atomique, et que c'est connaître la pensée de quelqu'un, c'est quelque chose de très grave, et l'absence totale de liberté. Voilà. Je ne sais pas, cette recherche, vous la connaissez. Et puis j'ai hâte, moi, en plus. Pardon ? Non, j'ai hâte.
Ah bah on m'a dit ça a été aux Non, mais j'ai hâte justement qu'on y arrive. On y arrive Oui, à... moi, c'est un rêve d'enfant, en fait. Non, Moi, j'adorais avoir il est une machine. malade, qu'il y a déjà on a pu créer pour certains malades, et il y a eu une autre émission médicale, donc on arrive. Bah, je trouve ça grave, non? Ben moi, justement, j'avais donc un rêve d'enfant qui va peut-être se réaliser. Ce serait le matin, au réveil, j'ai toujours voulu une machine pour revoir mon rêve. Et puis pour l'analyser avec moi-même, je me disais, mais pourquoi à ce moment-là de la partie je pensais ça, pourquoi cette couleur-là, pourquoi mon voisin vient à ce moment-là de la partie. Et puis ça n'était qu'un rêve, et de fait je pense qu'on s'y approche, on en est loin quand même. Mais ça, ce serait le bon côté de cette machine-là. Le mauvais côté, c'est de penser à l'instant T, de savoir ce que vous avez en tête. L'étape d'après, c'est de vous contrôler pour penser ce que j'ai envie que vous pensiez, évidemment. Moi, avec mes étudiants, on fait une controverse pendant 30 minutes à chaque fois sur est-ce que c'est encore du progrès si les cannibales mangent avec des fourchettes. Ben, c'est pas évident la réponse, et au bout d'un moment, ils s'aperçoivent quand même que c'est pas tant le progrès la question, c'est l'utilisation du progrès. Donc là, ils ont déjà fait un switch dans la tête, et c'est pas mal. C'est évidemment ce qu'on en fait. Donc les ingénieurs ne comprennent pas la question, donc je la traduis. Est-ce que c'est encore du progrès si on augmente le moteur du véhicule qui nous conduit droit dans le mur, la puissance du moteur? Là, ils commencent à comprendre. Et évidemment que c'est du progrès, qui est juste la réponse d'après. Donc on travaille sur l'évidence. Et c'est évidemment l'utilisation du progrès. Mais imaginez la réalité augmentée, tellement augmentée. Moi, j'ai assez bien confiance en l'homme, d'une manière générale. Mais imaginez, à ce moment-là précis, si on mettait des lunettes pour aller sentir la fraîcheur d'une aurore boréale. D'une aurore boréale, la fraîcheur d'une aurore boréale. Ce serait pas inspirant pour tout un chacun? C'est difficile sans lunettes, hein. Le Spitzberg, c'est un peu long. Moi, ça m'attire, en effet. Après, la transhumanie qui fait qu'on est dans des concentrations, finalement, écologiques, des zones urbaines par cellules, où la seule manière de s'évader, c'est par le cerveau et la réalité augmentée, ça, pour le coup, ça me fait peur. C'est pas un devenir vers lequel je pense, moi, vouloir aller. J'aurai toujours le choix de me déconnecter. Mais c'est l'usage, évidemment, de ce qu'on en fait. Quand vous parlez de ça, en fait, c'est l'envoûtement qui fait peur. C'est le fait qu'il y a une sorte, comme la possession. Non, vos pensées, vous en restez toujours. Si quelqu'un d'autre, si vous voulez, il y a d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir également. 2-3 réflexions sur ce qu'on a entendu. Avant-hier, nous sommes allés au Salon du Livre. J'ai vu quelques stands, il y avait des nouvelles technologies. Et puis, entre autres, il y avait des logiciels d'orthographe très performants, de traduction très très performants. Et puis, en discutant un petit peu avec la personne, me dit c'est surtout performant si c'est technique. Je dis mais est-ce que une métaphore, le logiciel peut comprendre une métaphore? Ah non, nous n'en sommes pas encore là. Et je crois qu'on en est encore très loin d'avoir les machines intelligentes qui en arrivent là. Une autre réflexion sur ce qui a été dit, je voulais poser la question, c'est savoir si ces nouvelles monnaies dont on a parlé, on peut faire des emprunts dessus et ensuite pouvoir les titriser. C'est pas mal. Donc, troisième réflexion, il y a un livre qui est sorti il y a une quinzaine de jours, qui s'appelle L'histoire de l'énergie, qui a été écrit par 2 personnes, dont un astrophysicien qu'on connaît à quelques-uns, qui s'appelle Jean-Paul Deléage. Et dans ce livre, il nous dit en substance que l'avenir, à moyen terme, ne sera pas décidé par le politique, mais par l'environnement. C'est d'abord l'environnement qui va nous obliger à faire les choix que nous avons à faire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est plutôt... on n'est pas vraiment acteur, hein, on est consommateur de toutes les dernières technologies. On n'est pas... Moi, je ne fais pas confiance, comment dirais-je, aux dirigeants d'aujourd'hui, parce que je sais que on ne peut pas les faire sortir de la caverne, parce que dehors, il n'y a pas d'argent à faire. Voilà. Pas très optimiste. Ce qui est sûr, c'est que les Maldives, pour eux, pour la réflexion de la contrainte, les Maldives, ça va être collector si on continue comme ça. Ils le savent très bien, ils sont en train d'essayer d'anticiper comme ils peuvent en achetant des terres immergées en Afrique. Donc pour eux, c'est clair que c'est le paradigme extérieur qui va être contingent à leur décision, ou leur non-décision d'ailleurs. Parce que, et ça va évidemment se reproduire. Mais moi j'ai l'impression qu'on était quand même sujet à l'environnement depuis fort longtemps. C'est juste, là maintenant on commence à le savoir et on prend l'ampleur de tout ça.
Et la tristesse un peu de la prospective, moi je trouve, je la pratique depuis beaucoup moins de temps que Thierry, mais ça fait quand même 13 ans, notamment avec les politiques, c'est pas parce qu'ils savent qu'ils font les contingences de réalité du jeu politique fait que voilà, une courtisane peut avoir plus d'influence qu'un travail des prospectifs pendant 3 ans avec 150 experts. C'est juste hallucinant. Ou des contingences de ligature. Soit c'est clé. Soit c'est clé. Et la vraie question, c'est est-ce que le pouvoir politique, il est encore dans la sphère des dirigeants, par exemple? Ou est-ce qu'on n'accepte pas finalement un seuil d'irréversibilité et de ligature par rapport à un système où il est impossible de faire autrement? Jean-Marc Ayrault, c'est quand même quelqu'un qui fait de la prospective sur son territoire depuis 10 ans de manière avant-gardiste. Il a fait de la démocratie participative et je pense qu'il est jusque-là, là où il est. C'est-à-dire qu'il ne peut plus faire ça. C'est juste plus le bon lieu pour faire ça. C'est pour ça que le territoire, qui est un lieu où le périmètre est plus cernable, c'est là, comme de par hasard, où la prospective avance le plus, finalement. Puisqu'on peut être destin un petit peu, on peut s'approprier les choses pour essayer de les imaginer ensemble. Oui, tout à fait. Enfin, sur la question de l'énergie, actuellement c'est la bouteille à l'encre, l'histoire. Les meilleurs experts français, je cite en général Jean Covici, qui a quand même à peu près fait le point des différents éléments. Ceci dit, l'énergie était une question simple à la fin du XXe siècle, ce n'est plus une question simple aujourd'hui, dans ce sens qu'il y a une multiplicité d'usages, une multiplicité de sources et une multiplicité de stratégies. Actuellement, je prends simplement un petit exemple. Donc, dans Paris, on a d'abord eu les Vélib, et maintenant on a l'Autolib. Bon, l'Autolib, l'équipe de Bolloré, qui à l'origine était un fabricant de papier à cigarette, a envie de promouvoir son dispositif de batterie avec cet outil. Mais en plus, l'Autolib, c'est plus qu'une auto. C'est une auto plus un système d'information quand même assez complexe et performant, puisque avec votre téléphone portable, vous pouvez savoir où il y a une Autolib à proximité d'ici. Et à votre disposition, et je crois que vous pouvez même la retenir. Donc, vous avez quelque chose qui est en train de transformer le système, et qui au départ était le passage d'une propulsion pétrolière ordinaire à une propulsion électrique. Ce qui évidemment change, puisque comme vous le savez, 80% de notre électricité est nucléaire, et nous importons en effet un déficit considérable avec le pétrole. Donc on a là, je dirais, une multiplicité de problèmes autour d'un objet tout simple, qui est comment se déplacer dans Paris. Alors, on vient de faire au Conseil général une étude sur le sujet. Il y a une question pendant, c'est que vont faire les taxis? Alors, il y a un groupement de taxis qui veulent se mettre à l'électricité, mais la majorité des taxis réticentes. Je n'ai pas encore très bien compris pourquoi. Oui, il peut y avoir en effet des questions de financement, puis la licence de taxi est quelque chose de très cher maintenant. Mais on voit bien que là, il y a des enjeux qui sont très importants, parce que la circulation urbaine, c'est quelque chose qui dépense beaucoup, qui émet beaucoup de CO2, qui dépense beaucoup d'argent, etc. Et ces enjeux importants, ils sont coincés entre des facteurs qui sont assez compliqués. Et bon, les politiques, ils sont en face de ça. Ils sont en face de ça, et à mon avis, ils ne savent pas très bien comment prendre le problème. Et là, on entre dans l'idée que, je veux dire, le Premier ministre qui a fait de la prospective dans sa région,
il essaye de promouvoir un aéroport qui est extraordinairement contesté. Ce qui est peut-être, il n'avait pas inclus la perspective du transport aérien. Parce que si on commence à faire la perspective du transport aérien, je pense que on va plutôt penser au dirigeable qu'à l'avion à réaction, compte tenu de ce que ça émet comme gaz carbonique dans l'atmosphère, l'avion à réaction. Mais les Indonésiens ne le savent pas encore. Oui, et comment ? Les Indonésiens qui ont pris 240 avions récemment ne le savent pas encore. Ah, tout à fait, oui, oui. Tout à fait. Donc le doute peut encore persister encore et donc faire continuer le système. Ah, mais actuellement, aussi bien Boeing que Airbus, ils ne pensent qu'à leur nouveau modèle. Alors que, bon, je ne vois pas comment ça pourrait continuer à aller dans la même direction. Parce que finalement, là aussi, on sous-estime souvent l'inertie technologique. Les avions que nous avons aujourd'hui sont tous dérivés des avions de la Seconde Guerre mondiale. C'est des réacteurs. Alors on change la forme des ailes, on met plus ou moins de place, on met un atterrissage qui fait ceci ou cela, mais la base, c'est toujours la même chose. Pour la voiture, c'est pareil. Oui, nos machines à laver. Ça fait quand même 100 ans que 600 kg essayent de déplacer 60 kg et ça, on n'a jamais contesté le système. Sauf pour le véhicule électrique. Et le véhicule hybride quand même. Le véhicule hybride. Moi, je trouve que l'automobile a été plus vite. L'automobile a été plus vite. L'aviation, alors évidemment, parce que ce sont des machines extrêmement lourdes. Quand on commence dans ce milieu-là à parler du dirigeable, qui est quand même un transport qui dépense très peu d'énergie, qui peut amener des objets d'un point à un autre sans avoir besoin de rupture de charge, on est comme un martien. Ça fait un certain nombre d'années que j'essaye de faire prévaloir cette idée. Mais je trouve dans le droit des gens qui disent « Ah oui, ça serait intéressant, ça serait, toujours au conditionnel ». On a typiquement cette grande inertie dans l'industrie lourde, qu'on trouve aussi dans le système d'enseignement, comme je le disais tout à l'heure, qui sont des dispositifs institutionnels, bien institués, avec leurs routines, avec des collectivités de gens qui ont envie de continuer à faire la même chose que ce qu'ils font depuis 20 ans, et qui finalement y arrivent. Bon, il y a encore d'autres questions. Agnès. En fait, moi, c'est pas une question, c'est plutôt un ressenti par rapport à ce que vous avez dit. Alors, je ressens deux choses. Je pense que le véritable pari que vous faites sur l'avenir, c'est votre confiance que vous placez dans l'être humain. Et pour moi, le pari, il est là. On sait quand même que les sociétés humaines, c'est des groupes de pouvoir. Il y a quand même des gens qui font passer l'intérêt individuel avant l'intérêt collectif. Il y a des choses comme ça. Hein. Donc là aussi, il y a un pari sur l'avenir. Est-ce que l'être humain est si perfectible que ça sur le plan moral ou éthique, hein. Je me pose quand même des questions là-dessus, je dois dire. Et l'autre point, je pense qu'on peut pas... Il y a un mot qui doit apparaître dans ce débat, qui est le mot éthique. Quelle que soit l'époque, il faut se poser la question de l'éthique. Qu'est-ce qui est bon pour l'homme, hein. On n'y échappera pas dans le futur. Hein. Voilà. Si je peux me permettre juste de répondre. À mon avis, quand même, actuellement, on est quand même sous une pression du devenir de l'humanité. Parce que si la planète disparaît, nous aussi avec. Je veux dire, il y a quand même ça qui peut agir sur les consciences égoïstement, hein, de sauvetage. Pour l'instant, la résilience, c'est du luxe. C'est de la R&D, dans 20 ans, ce sera juste la norme. Comme le développement durable, c'est pour l'instant une question, un militantisme, c'est juste la norme de demain, et encore c'est la base, c'est le terreau. Et donc inventer la vie qui va avec ce terreau-là, c'est une forme de pari, je vous l'accorde. Mais c'est un pari assez grisant. Moi, je trouve que la facilité, ce serait de penser que le chaos est à venir. Évidemment qu'il est à venir. Seulement, c'est la question de chaos qui est questionnée. Est-ce que la perte de quelque chose c'est Antonio Melotto, qui sera certainement un jour prix Nobel de la paix, philippin,
qui nous disait qu'il était allé à Davos, qu'il avait vu plein de gens avec plein de plaisir, mais avec aucune joie. Et il se demandait si la prochaine révolution, ce serait pas que ces gens-là retrouvent un peu de joie, qui coûte moins cher. De moins en mieux, c'est un peu ça qu'on est en train de parler. On a des choses à gagner dans cette métamorphose aussi. Et plutôt que de focaliser sur ce qu'on va perdre, ce qui est un peu l'immédiat maintenant, c'est-à-dire plutôt que d'entendre le bruit de l'arbre qui tombe, il faut aussi entendre le bruit de la forêt qui pousse. C'est ça un peu l'idée. Je voulais rapidement revenir sur le sujet de la monnaie. Je vous remercie d'abord pour les réponses très intéressantes qui donnent envie d'acheter et de lire votre ouvrage. Je me demande si malgré tout il n'y a pas une sorte de leurre ou de naïveté. Alors j'essaie de m'expliquer parce que je ne suis pas du tout économiste. Un des problèmes tels que je vois, d'ailleurs peut-être qu'il est décrit aussi par le Club de Rome dans le rapport que vous avez cité tout à l'heure, c'est qu'en fait les choses vont à l'envers, c'est-à-dire que l'économie, la finance est une excroissance de l'économie au lieu de la servir, et puis l'économie au lieu de servir l'homme, les exploite. Et en fait on a une interversion de ces trois termes. Et donc le problème auquel on fait face, et on le voit encore avec l'affaire de Chypre récemment, c'est qu'on a, par le système monétaire et économique, par la spéculation, on a créé un système qui a l'origine de être efficace, que finalement on ne contrôle plus. Et que même personne, je ne sais pas qui, moi je suis sûr que moi je ne le comprends pas, mais je doute même si quelqu'un le comprend, et j'ai l'impression que personne n'est capable d'en prendre les rênes. Plus capable de prendre les rênes, en Chine, c'est avec les sommets qu'on prend à Bruxelles, etc. Ça se réitère peut-être jusqu'à la catastrophe finale de l'effondrement de l'euro. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas est-ce que le progrès, si on voulait le dessiner, c'est pas plutôt de dire qu'on ne va pas se soumettre, que le progrès ne consiste pas à se soumettre à un mécanisme monétaire, mais à justement inventer des mécanismes qu'on puisse, de manière démocratique, diriger, prendre en main. C'est naïf ce que je dis, mais voilà, parce que le progrès, c'est pas plutôt que de se soumettre à des mécanismes, de croire, comme une fois Hayek l'avait préconisé, que la main invisible fait qu'on n'a pas besoin d'institutions, et puis tout ça s'autorégule. Bon, on sait que ça c'est une erreur, on l'a vu en 2008. Et est-ce que derrière l'idée ou l'espoir des monnaies alternatives, il n'y a pas un peu la même erreur, c'est-à-dire de croire qu'un mécanisme va être un progrès. Parce que le progrès, c'est pas justement de formuler un projet et de quelque chose qu'on va diriger plutôt. J'ai l'impression de vivre dans un monde où on est soumis à des mécanismes où la démocratie a été vidée par des choses plus puissantes qui sont l'économie, les intérêts particuliers, etc. Et donc, il n'y a pas une naïveté aussi derrière cet espoir des monnaies alternatives, même locales, de croire qu'elles vont résoudre des problèmes. C'est à partir de ce raisonnement que vous venez de faire que je dis que je préfère les monnaies qui sont dédiées à certains projets plutôt que des monnaies qui sont destinées à faire tout n'importe quoi. Les exemples que j'ai cités sont des exemples de monnaies dédiées, c'est-à-dire qui se constituent en quelque sorte un jeu dans lequel les acteurs vont participer à un projet collectif commun, si vous voulez. Le soin aux personnes âgées, comme je l'ai cité, l'éducation des plus jeunes par les plus anciens, etc. Donc ça, c'est, à mon avis, une démarche saine. Par contre, Bitcoin, je suis beaucoup plus dubitatif, parce que c'est une monnaie qui essaye de se substituer et qui est en principe destinée à faire tout et n'importe quoi. Et le problème que nous avons avec les monnaies internationales, c'est que justement, on a des monnaies qui font tout et n'importe quoi, et qui fonctionnent sur des bases spéculatives. La question des subprimes est très intéressante. C'est-à-dire que vous avez eu création monétaire à partir de prêts qui étaient faits à des gens dont on savait pertinemment qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Et avec le mélange que les financiers savent faire entre des créances diverses,
ils ont réussi à persuader les agences de notation que, moyennant un calcul mathématique bien sophistiqué et incompréhensible, eh bien, c'était fiable. Et ça méritait un triple A pour prendre la nomenclature anglo-saxonne. Alors tout le monde s'est laissé embarquer dans cette affaire jusqu'au moment où quelqu'un a trouvé que le roi était nu, mais ce quelqu'un, c'était un banquier. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Alors, en l'occurrence, Goldman Sachs. Il a poussé ses clients à acheter ces valeurs jusqu'au moment où tout le monde allait s'apercevoir que ça ne valait pas un clou. Et ils ont revendu au sommet, et après ils ont encore spéculé sur les gens qui avaient acheté ce qu'ils leur ont vendu, et qui perdaient évidemment leur chemise, parce que ça s'est effondré. Donc là, on a véritablement beaucoup plus qu'une économie casino. On est une économie casino dans laquelle il y a des opérateurs qui créent. Alors, c'était, je veux dire, déjà décrit dans l'Argent de Zola. Mais là, c'est multiplié par 100. Parce que je rappelle que sur les échanges qui ont lieu chaque jour, 98% sont des échanges spéculatifs. 2% sont des échanges qui correspondent à des éléments réels. Donc on est vraiment non plus dans du casino, mais du casino au carré. Et donc c'est l'instabilité. Et en plus, l'instabilité qui peut être programmée, parce que dans le système, vous avez certains acteurs qui sont les gros fonds spéculatifs, Soros ou quelques autres qui sont particulièrement, qui se connaissent les uns les autres et qui savent comment manipuler les choses, qui sont capables de jouer dans un sens ou dans l'autre, et donc qui exercent une véritable prédation, y compris tout le problème qui s'est posé récemment, c'est qu'on avait eu la spéculation sur un certain nombre de denrées, et puis on a eu les subprimes. Alors là, les subprimes, c'était une très belle invention parce qu'on spéculait sur de l'immobilier. Et quand même, l'immobilier, ça représente en gros un bon tiers de la fortune des gens. Donc là, on avait une masse à traiter quand on était un programmateur de ces valeurs. Et alors là, ils ont trouvé encore mieux, c'est les dettes des États. Et ce qui est en train de se passer en Grèce ou ailleurs, parce que ni l'Espagne ni la France ne sont à l'abri, c'est que les mêmes opérateurs sont en train de jouer sur les dettes des États, et la presse anglo-saxonne, qui est dûment chapitrée par les personnages en question, fait ce qu'il faut pour jouer sur la crédibilité des uns et des autres. Donc ne vous étonnez pas de l'instabilité, ne vous étonnez pas de ce qui se passe à Chypre, ne vous étonnez pas de ce qui pourrait arriver dans les mois qui viennent. Ce n'est pas du tout le fait du hasard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je voudrais demander aux deux intervenants quand même de dire leur sentiment sur cette phrase, cette question que j'ai posée. Est-ce que les futurs souhaitables sont réalisables? Il y a encore une question là, avant de répondre à... Tu passes le micro, s'il te plaît. Alors les futurs antérieurs souhaitables, c'est notre présent aujourd'hui. Est-ce qu'ils étaient tous souhaitables à l'époque? Est-ce qu'on souhaitait la bombe atomique? Est-ce qu'on souhaitait un certain nombre de choses comme ça? Je pense que nous sommes dans une période où ce sont les erreurs de choix qui nous emmènent dans des situations qui sont des impasses. Il y a un mur qui est tombé, un autre qui a monté un petit peu plus, et puis on est allé vers des dérégulations totales, et on en arrive aujourd'hui à l'erreur totale. Et je pense qu'on parlait tout à l'heure des institutions. C'est pas en tuant systématiquement les institutions et tout en les régulant à tout va qu'on va créer ipso facto quelque chose de remplacement. J'aimais bien la démarche du début qui nous a été donnée par Mathieu Bourdin,
On fait d'abord un bilan, on regarde la situation telle qu'elle est aujourd'hui, on regarde vers où on veut aller, et puis après on commence à travailler sur toutes les pistes pour y aller, et on regarde celles qui nous emmènent vers des impasses. Je crois que là, on n'a pas assez travaillé de cette façon-là, et que là, on est dans une impasse à plus d'un titre. Madame, la question que vous leur aviez posée tout à l'heure était en rapport aussi avec la possibilité des politiques. Est-ce que Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que les politiques qui sont élus pour 5 ans et non pas pour une durée indéterminée, est-ce qu'ils sont susceptibles de répondre un jour présent à ce questionnement, ces dangers écologiques qui nous menacent? Et pourquoi les G7, les G20, etc. sont tout le temps sans résultat aucun? Moi j'ai une explication. Ah bon? Le micro, tout ce que vous dites, vous Attendez, parlez du micro, oui, je n'avais pas pour autant. Ce que vous esquissez, tous les deux d'ailleurs, mais surtout Mathieu, moi j'appelle plutôt ça du participatif que de la collaboration. On le voit beaucoup, les jeunes maintenant, quand ils ont besoin de quelque chose, il faut fonctionner le réseau, et dans les heures ou les jours qui viennent, ils ont l'appareil, le lieu pour faire une fête, etc. Par le participatif, amplifier les réseaux sociaux. Et moi je pense qu'on a peut-être un espoir, si par ce système participatif, devenir riche ne sert à rien. Et alors là, peut-être qu'on pourra enfin envisager une société radieuse. Parce qu'il y a toujours ça, si on peut être riche, on a plus, et donc il y a des gens qui utilisent les systèmes de goulot, j'appelle, c'est-à-dire les goulots d'étranglement où on est en position de bloquer une situation, d'où la sclérose des institutions, par le savoir, par le fait d'être là au bon moment, on crée des goulots partout, et c'est ces goulots qui empêchent de respirer. Et c'est juste parce qu'on peut être riche. Si être riche dans un système participatif, ça n'importe rien, voilà. Mais, les moyens complémentaires. J'ai 2 images à vous faire cadeau, puisque je les ai glanées dans mon propre carnet de voyage, que je fais justement à chaque voyage. Voilà. Le premier disait que si vous faites jouer Gandhi et Dalai Lama au Monopoly, la fin sera la même. Parce qu'en fait, le système est fait que le vainqueur est celui qui a tout gagné, qui a tout, et donc il ne peut même plus jouer, il ne peut même plus échanger avec les autres qui sont isolés. Et Gandhi ou Dalai Lama, ce sera la même chose. Donc c'est les règles qu'il faut changer du jeu, donc le fameux casino carré. L'autre chose, c'est un biologiste donc de la Fondation Cousteau qui nous disait que dans la nature, quand tout va bien, quand il y a une période d'abondance, la compétition est quelque chose qui fait augmenter un peu le système. Et si jamais il y a la raréfaction, le système qui gagne, c'est certainement pas la prédation et la compétition, parce que ça demande trop d'énergie. C'est la symbiose. Et c'est dans la symbiose, au fil de cette histoire de la biodiversité, qui a fait émerger toute la richesse qu'on a maintenant. Si on fait l'analogie avec maintenant, on va travailler ensemble. S'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer. Je voudrais ajouter un point. D'abord, je pense que il vaut mieux souhaiter le réalisable que l'irréalisable, puisque c'était votre question. Donc là, c'est une réponse je dirais presque de bon sens. Mais je voudrais ajouter à ce que vient de dire Mathieu, que nous sommes, et c'est ce que je traite là dans ce livre, en train de transformer notre façon de voir le vivant. Depuis Darwin, d'ailleurs depuis les mauvaises interprétations de Darwin, ce qui a été très bien dit par Patrick Thor, on a une certaine idée de la lutte pour la vie. Et en particulier dans le monde anglo-saxon, le terme de struggle for life joue un rôle important et définit en quelque sorte un projet de société dans lequel tout le monde est en lutte contre tout le monde et les gagnants sont manifestement ceux qui sont légitimes à dominer et à exercer les pouvoirs. Alors ce qu'a dit Mathieu est maintenant tout à fait confirmé
par les biologistes, et même, je dirais, par Marie-Christine Morel, qui est la prof de l'université qui est spécialisée dans l'histoire de la vie. En gros, la vie date de 3,4 milliards d'années. Et c'était au départ des monocellulaires, sans noyau d'ailleurs, des eucaryotes, et qui étaient en effet, d'une certaine manière, dans un schéma de lutte pour la vie, puisque se nourrissaient et puis elles étaient en compétition les unes avec les autres. Mais il y a environ 800 millions d'années, il s'est produit un phénomène contraire, c'est-à-dire que ces cellules ont commencé à coopérer les unes avec les autres. Et ça a donné les êtres vivants complexes, dont nous. Nous sommes chacun fabriqués de 60 000 milliards d'ex-bactéries qui se sont mises à coopérer entre elles. Et si elles ne l'avaient pas fait, on ne serait pas là pour en parler. Donc, la coopération entre systèmes complexes, alors évidemment, après, il y a eu la pollinisation, il y a eu la constitution des écosystèmes. Tout ça, ce sont des processus de coopération dans lesquels l'aspect de lutte pour la vie existe toujours d'une certaine manière, puisque c'est un peu un élagage de ce qui ne marche pas. Mais le fond de l'affaire, et ce pourquoi nous sommes ici, c'est parce que nous ne sommes pas des êtres en lutte les uns contre les autres, nous sommes des êtres fondamentalement coopératifs. Et cette coopération, lorsqu'elle n'existe pas, il faut la faire germer, il faut la reconstituer, parce que si elle n'existe pas, c'est une maladie de la société. Et lorsque nous avons des systèmes prédateurs comme ce qui s'est constitué dans le système financier, il faut absolument guérir cette affaire de manière, en effet, que les fonctionnements coopératifs soient dominants dans la construction des sociétés. Donc c'est une idée toute simple qui est basée simplement sur un constat scientifique. Et ce constat scientifique, il faut le traduire dans nos fonctionnements élémentaires et quotidiens. Si je peux user d'un jeu de mots, futurs souhaitables sont-ils réalisables? C'est ce que je nous souhaite. Bon, écoutez, merci beaucoup pour vos interventions et votre participation.